L'élu de Lois Lowry, chapitre 10. Traverser la foule ne fut pas facile. Kira talonnait Thomas qui était plus grand qu'elle et qui essayait, tant bien que mal, de lui frayer un chemin au milieu des hommes aux voix rogues et criardes. Elle en reconnut quelques-uns, entre autres le boucher, en pleine discussion avec un autre homme qu'il maudissait. Elle vit aussi le frère de sa mère, au centre d'un groupe de chasseurs qui comparaient bruyamment, avec force vantardise, le poids de leurs armes respectives. Kira connaissait mal le monde des hommes. Ils menaient des existences radicalement séparées de celles des femmes. Elle ne les avait jamais enviés. Et maintenant qu'elle se trouvait bousculée de tous côtés par leurs corps épais qui sentaient la sueur, qu'elle entendait leurs cris et leurs grommellements furieux, elle se sentait à la fois effrayée et gênée. Puis, elle comprit que c'était l'habitude propre aux périodes de chasse, quand les hommes exhibent leur force et fanfaronnent, mais aussi se défient les uns les autres. Rien d'étonnant à ce que ce petit matamor de Matt souhaitât faire partie du groupe de chasseurs. Comme elle se hâtait pour le dépasser, un homme aux cheveux clairs, les bras barbouillés de sang, sortit de la mêlée pour l'attraper. « Voici un trophée !» l'entendit-elle crier. Mais ses compagnons n'écoutaient pas, trop pris par leur dispute. Se servant de son bâton comme d'une arme, elle repoussa l'homme et se dégagea de son étreinte. « Tu ne devrais pas être ici !» lui chuchota Thomas quand elle l'eut rattrapé. Ils étaient presque arrivés à l'endroit de la place où ils avaient repéré Matt pour la dernière fois. « Il n'y a que des hommes, c'est toujours comme ça. Et à l'époque de la chasse, ce sont de vraies brutes. » Kira le savait bien. L'odeur, le bruit, les querelles grossières, tout donnait à penser que ce n'était guère un endroit pour les femmes et les jeunes filles. Aussi garda-t-elle la tête baissée et les yeux fixés au sol, espérant ne plus se faire remarquer et empoignée comme elle venait de l'être. « Voilà Branche !» dit-elle en montrant du doigt le petit chien qui la reconnut et agita son misérable bout de queue tordue. « Matt ne doit pas être loin. » Aux côtés de Thomas, elle se fraya un chemin à travers la foule et finit par le trouver. Il était toujours à caracoler avec son épieu dont la pointe effilée ne cessait d'effleurer dangereusement les autres minots. « Matt !» appela-t-elle d'un ton de réprimande. Il l'aperçut, agita la main et sourit. « Suis Matty, manin !» lança-t-il. Exaspérée, Kira empoigna la hampe de l'épieu juste au-dessus de la main de Matt. « Tu ne seras pas longtemps un bisyllabe, dit-elle. Puis, s'adressant à Thomas, « Prends ça !» Elle arracha l'épieu et le tendit au jeune sculpteur avec précaution. « Oh que si !» dit Matt, tout fier. Il riait. « Regarde voir un peu. Je suis un vrai homme et une fourrure !» Le petit garçon leva les bras en l'air pour lui montrer sa bonne blague. Kira regarda. Ses aisselles étaient couvertes d'une espèce de végétation très dense. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Puis, fronçant le nez, « Mais ça sent la peste !» Elle toucha la prétendue fourrure, en arracha un peu et se mit à rire. « Matt, c'est de l'herbe des marais. C'est dégoûtant. À quoi ça rime, cette mascarade ?» Elle voyait bien qu'il avait couvert aussi toute sa poitrine. Thomas tendit l'épieu à un chasseur qui s'en saisit avidement. Il regarda Matt, que Kira avait attrapé par les épaules, et qui gigotait désespérément pour se dégager. « Tu es un garçon ou une bête ? On ne sait même plus. »« Qu'est-ce que tu en dis, Kira ? Il me semble que ce serait le moment de lui montrer la salle de bain. Et si on le nettoyait un bon coup ?» pour le débarrasser de sa seconde syllabe. Au seul mot de nettoyer, Matt se mit à gigoter de plus belle pour se libérer. Mais Thomas et Kira, tous les deux, le tenaient bien. À la fin, Thomas réussit à le saisir à bras-le-corps et à le hisser sur ses épaules, d'où il dominait toute la foule. Maintenant que l'épieu au dangereux pouvoir de fascination avait disparu, le petit groupe des admirateurs se dispersait. Kira entendait Matt les appeler du haut de son perchoir au-dessus de la bruyante mêlée des chasseurs. « Regardez voir la bête !» criait-il. Mais personne ne le regardait ni ne s'en souciait. Kira trouva Branche en travers de son chemin et elle le ramassa, de peur qu'il ne soit piétiné. Appuyé sur son bâton, le petit chien fourré sous son bras libre, elle suivit Thomas. Ils contournèrent la foule et s'en furent retrouver les tranquilles couloirs du palais. Un peu plus tard, Thomas récurait sans pitié Matt et Branche dans la baignoire de sa salle de bain, tandis que Kira écoutait en riant plaintes et gémissements. « Non, pas mes cheveux, pas ça !» protestait Matt en hurlant, pendant que Thomas versait de l'eau sur sa tignasse emmêlée. « Me noie !»
Mais ce fut en compagnie d'un mat propre et docile, enveloppé d'une couverture, avec une figure toute rose et des cheveux tout frais lavés, enturbanés d'une serviette, que Kira et Thomas soupèrent. Quant à Branche, il s'ébroua gaiement comme s'il venait de jouer dans la rivière, puis, couché à terre, se mit à grignoter les morceaux qu'on lui offrait. Matt renifla avec circonspection sa main toute propre et lui fit la grimace. « Ce petit savon horrible affreux, dit-il. Mais j'aime bien la nourriture, ajouta-t-il en se resservant copieusement. Après le souper, Kira lui brossa les cheveux, ce qui ne manqua pas de lui arracher des gémissements aigus. Puis, elle lui tendit un miroir. Pour elle aussi, les miroirs étaient choses nouvelles. À son arrivée au palais, elle ne connaissait d'elle qu'une seule image, celle que lui rendait la rivière, si différente de l'image des miroirs. Matt examina sa propre image avec intérêt, fronçant le nez, haussant les sourcils. Il montra les dents, gronda contre le miroir et fit peur à Branche qui dormait sous la table. « Me suis bien défendu, déclara Matt d'un air avantageux. Un peu plus et c'est que tu m'aurais noyé, mais me suis drôlement battu. Enfin, ils le rhabillèrent avec ses guenilles. Il se regarda, puis étendit soudain la main pour prendre le lacet de cuir autour du cou de Kira. « Donne-me, dit-il. » Elle se recula, fâchée. « Non, dit-elle en dégageant le collier de sa main. N'empoigne pas les choses comme ça. Si tu veux quelque chose, tu dois le demander. Donne-me, c'est demander. Non, pas du tout. Tu aurais bien besoin d'apprendre quelques bonnes manières. De toute façon, ajouta Kira, tu ne peux pas l'avoir. Je t'ai déjà dit que c'était quelque chose de spécial. Un cadeau, dit Matt. Oui, un cadeau de mon père à ma mère, pour qu'elle l'aime mieux. Kira rit. Oui, bien sûr, mais elle l'aimait déjà mieux. Veux un cadeau, on n'a jamais eu. Thomas et Kira lui donnèrent en riant le morceau de savon lisse et doux qu'il fourra solennellement dans sa poche, puis ils le laissèrent partir. Homme et épieu avaient maintenant disparu. Les deux amis regardèrent par la fenêtre la petite silhouette, suivie par le chien, traverser la place déserte avant de disparaître dans la nuit. Une fois seule avec Thomas, Kira essaya de lui expliquer l'avertissement qu'elle avait reçu du tissu. Ah oui, c'est vrai, elle a un tissu magique qui l'a prévenu. C'est comme s'il m'avait communiqué une sensation, dit-elle en hésitant un peu. Regarde! Elle le sortit de sa poche et le plaça dans la lumière, mais il resta inerte. Elle sentait émaner de lui une espèce de doux silence, complètement différent de la tension qui l'avait fait vibrer un peu plus tôt. Ce n'était plus qu'un simple morceau d'étoffe, et elle en fut déçue. Elle aurait voulu que Thomas comprenne. « Je suis désolée, dit-elle avec un soupir. Il a l'air sans vie, je sais. Mais il y a des moments... » Thomas hocha la tête. « Peut-être es-tu la seule à pouvoir éprouver cette sensation, dit-il. Tiens, je vais te montrer mon morceau de bois. Il alla droit à une étagère suspendue au-dessus de sa table de travail et prit un petit morceau de pain de couleur claire qu'il tenait dans le creux de la main. Kira vit qu'il était orné de motifs sculptés très raffinés qui s'entrelaçaient en courbes compliquées. « Tu as sculpté ça quand tu n'étais qu'un minot ?» demanda-t-elle, étonnée. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi extraordinaire. Les boîtes et les objets décoratifs disposés sur sa table de travail, bien que parfaitement beaux à leur manière, n'avaient rien à voir avec cette petite pièce tellement plus élaborée. Thomas secoua la tête. « Je débutais tout juste, » expliqua-t-il. « J'apprenais à me servir des outils. J'ai commencé à m'exercer sur ce petit morceau de bois qu'on avait mis au rebut et... » Il hésita. Il fixa le petit morceau de bois comme si celui-ci n'avait rien perdu de son mystère. « Les sculptures se sont faites toutes seules ?» demanda Kira. « Oui, j'ai eu cette impression, en tout cas. Comme pour moi avec le bout de tissu. C'est pourquoi je peux comprendre comment le bout de tissu te parle. Le morceau de bois parle de la même façon. Je le sens entre mes doigts. Quelquefois, il... T'avertit ?» questionna Kira, qui se rappelait la manière dont le petit tissu, soudain tendu, avait vibré, semblait-il, quand elle avait aperçu Matt, un épieu à la main. Thomas acquiesça. « Et m'apaise », ajouta-t-il. « Quand je suis arrivé ici, tout jeune encore, il m'arrivait de me sentir seule et d'avoir peur. Toucher le bois me calmait. Le bout de tissu m'apaise quelquefois, moi aussi. Au début, quand tout était si nouveau pour moi, j'étais pleine d'appréhension, mais ça me rassurait de tenir le morceau d'étoffe dans ma main.
Elle réfléchit un moment, essayant de se représenter à quoi avait bien pu ressembler l'existence au palais pour un garçon arrivé là tout jeune. « Je crois que c'est plus facile pour moi parce que je ne suis pas seule, comme tu l'as été, dit-elle. Jamison vient voir mon travail chaque jour, et je n'ai qu'à descendre le couloir pour te voir, toi. » Les deux amis restèrent assis en silence, puis Kira remit le bout de tissu au fond de sa poche et se leva. « Faut que je retourne chez moi, j'ai tant à faire. Merci de m'avoir aidé à récupérer Matt, ajouta-t-elle. C'est un vilain minot, n'est-ce pas? Vilain affreux, dit-il. Et ils rirent ensemble, pleins d'affection pour leur jeune ami.